Bonjour à tous, ça y est, c'est parti, on est en live. Bonjour Guillaume, bonjour Arthur. J'espère que vous nous entendez tous. N'hésitez pas à mettre un petit message dans les commentaires LinkedIn pour nous confirmer que la vidéo, que le son, que tout ça est OK. Un peu question logistique pour commencer. Donc pour tout ce qui est questions, Guillaume et Arthur prendront le temps à la fin d'y répondre. Les poser dans les commentaires et on se fera un plaisir de les noter et de revenir dessus à la fin. Et j'imagine que, enfin, c'est pas j'imagine, c'est si vraiment il y a des questions qui méritent auxquelles on peut répondre pendant le live, on essaiera de les afficher également sur la vidéo et de les mettre en avant. Donc aujourd'hui, Guillaume Ambray et Arthur Guyadet. Guillaume qui nous vient de chez Zenica et Arthur de chez RCA. Vous me reprenez si je me trompe. Et qui vont nous parler d'architecture AWS multi-compte sécurisé à moindre coût. Guillaume, Arthur, je vous laisse la parole. Bon talk et à tout à l'heure. Ça marche, merci bien. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez votre lunch bag avec vous. On est parti pour une petite quarantaine de minutes autour de la construction d'une architecture multi-compte, sécurisée dans tous les sens, etc., découpée, plus ou moins découpée. Je m'appelle Guillaume Mambry, je suis consultant et formateur à Zenica Nantes. Et je m'appelle Arthur Guyader et je suis ingénieur en sécurité cloud chez RCA. Donc pour un petit peu de contexte, RCA, c'est une entreprise de taille moyenne nantaise. On a fait le choix de changer de cloud provider pour passer sur un cloud public, donc vers AWS. On a fait ce choix puisqu'on a environ 150 000 clients et ce nombre ne cesse d'augmenter. On a cherché du service managé, de la scalabilité et de la sécurité. On est une PME, on n'a pas forcément un budget limité. Donc, on a dû faire des choix qui ont dû aller dans ce sens. On est 220 personnes chez RCA et on a mis une équipe pour faire cette migration de 5 personnes sur un an. Donc, assez de ressources quand même par rapport à la taille de l'entreprise. Et du coup, cette équipe de migration, elle était constituée de membres de l'équipe plateforme et de l'équipe sécurité. Pour penser la sécurité dès le début, on a décidé de vraiment s'orienter là-dessus. Et on avait aussi la volonté de tout faire en infrastructure as code, donc du Terraform et des descripteurs cubes. Ok, très bien. Alors pour cette présentation, le thème c'est Matrix. C'est un talk qu'on a donné au DevFest à Nantes en octobre dernier. La présentation, la conf avait pour thème les films et on a choisi de la mettre sur Matrice. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'on a dans tout notre fil conducteur. Et on va commencer par suivre le lapin blanc. C'est lui qui va nous commencer à nous faire rentrer dans la matrice sur la partie documentation. La documentation pour Amazon, pour décrire comment construire nos différents comptes, comment les agencer les uns par rapport aux autres, les faire communiquer, s'établit au travers de plusieurs documents. On a quelques gros pavés, AWS Well Architecture Framework, AWS Security Reference Architecture, qui sont des composants, des documents qui vont vraiment déterminer comment est-ce que je devrais faire les choses. Et c'est bien devrait, c'est du conditionnel. On va voir justement comment est-ce qu'on peut faire ça et comment essayer d'améliorer tout ça. Pour bien se reprojeter un petit peu sur tout ce qu'on va vous rappeler, tout ce qu'on va vous dire, un petit rappel sur le fonctionnement des comptes, des utilisateurs, etc. Un compte Amazon, c'est une souscription donc à Amazon. Et dans ce compte, on va retrouver de la pile réseau, du stockage, des VM, des bases de données, tout ce que vous voulez, et de la gestion de droit avec IAM. Un utilisateur, Neo, qui va se connecter à la matrice. Neo, c'est un utilisateur IAM. Ce n'est pas un compte comme on a l'habitude de l'utiliser dans le vocabulaire de la vie courante. C'est un utilisateur qui a été provisionné dans notre compte et on lui a donné les droits de se connecter à notre compte Amazon. Pour se connecter dessus, on peut aller par la ligne de commande, par l'interface graphique. Il y a plein de manières de pouvoir interagir avec l'API
Amazon derrière. Après, l'une des solutions qu'on va mettre en œuvre assez rapidement et assez naïvement, c'est de dire je vais avoir un compte dans lequel je vais faire tourner toutes mes applications hors prod. Donc là-dedans, mes environnements de test, mes recettes utilisateurs, mes recettes partenaires, et puis un compte dans lequel je vais mettre toutes mes applicatifs de prod. L'objectif de séparer mes applicatifs dans 2 comptes différents va me permettre de gérer des droits d'accès à ces ressources-là, droits d'accès au sens AWS. Donc, c'est pour pouvoir piloter de la VM, pour provisionner les différentes ressources, pour créer des rôles, etc. Le deuxième effet aussi de cette approche, c'est si jamais je me fais hacker un compte, eh bien, par effet de souffle, j'ai une propagation qui peut être assez limitée. Alors bien sûr, on m'a peut-être volé un peu trop de données, mais il n'y a peut-être pas toute mon infrastructure qui est corrompue d'un seul coup. Donc l'idée, c'est bien d'essayer de séparer tout ça. Et pour ce faire, eh bien, on va reprendre nos utilisateurs. Neo, on va lui dire, tu as le droit d'accéder au compte de prod. Morpheus, tu as le droit d'accéder au compte hors prod, mais tu n'as pas le droit d'accéder au compte de prod. Ça, c'est la gestion de droits habituels, comme on a l'habitude de le voir traditionnellement. Pour se faire aider dans ce sens-là, dans la littérature, on a la documentation Security Reference Architecture qui nous aide sur comment structurer les différents comptes et notamment comment les hiérarchiser. Pour les hiérarchiser, on va utiliser un premier service qui s'appelle AWS Organisation et dont le boulot va nous permettre de définir des OU, donc des Organization Units, exactement comme on pourrait avoir dans un LDAP ou un AD, et de définir nos différents comptes avec une arborescence, avec des mots qui sont plutôt explicites, infrastructure, sandbox, une OU sécurité et workload. Mon OU workload, par exemple, c'est l'OU qui va contenir tous mes comptes dans lequel va réellement tourner mes applicatifs. Et ces comptes, je peux les découper autant que je veux. En fait, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de limitation. Ce n'est pas parce que j'ai 10 comptes que ça va me coûter 10 fois plus cher que si j'en avais qu'un seul. Je suis vraiment facturé sur la partie utilisation pure des VM et autres, que ce soit dispatché ou pas. Cette partie-là n'impacte pas principalement les coûts. Le fait de séparer aussi, d'avoir une OU Security, va me permettre de pouvoir gérer des outils pour pour pouvoir surveiller l'état de tous mes différents comptes de workload. Et puis également dire si j'ai un compte applicatif qui s'est fait hacker, il y a de grandes chances que mon compte de sécurité ne le soit pas encore et qu'il me reste encore de l'observabilité pour savoir qu'est-ce qui se passe et commencer à couper les accès qui vont bien. Après, il y a un autre outil alors, qui est plutôt récent sur le marché Amazon, qui s'appelle Control Tower, et qui va nous permettre de venir préconfigurer toute cette notion d'organisation. En fait, ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me préconfigurer mon OU Security, me créer un compte log archive, et puis ensuite de faire en sorte que, par exemple, tous les logs d'API, les logs d'appel d'API AWS, qui sont remontés par CloudTrail, remontent bien dans mon compte d'audit. Donc, l'idée de Control Tower, c'est vraiment de m'aider sur cette structuration et puis ensuite de pouvoir faire redescendre des permissions, avec d'autres outils, mais ça va vraiment nous aider dans tout cet univers-là. Alors maintenant, si on revient un petit peu sur nos différents applicatifs qu'on va pouvoir utiliser, applicatifs ou services qu'on va pouvoir utiliser. Là, on se trouve au niveau de l'OU Workload. L'OU Workload, c'est l'OU qui va contenir réellement les applications que je suis en train de faire tourner. Dedans, je vais avoir de la VM, CEC2, du Kubernetes Manager, EKS, des ALB, ça c'est du load balancer, la base de données, du RDS. Donc ça, c'est des services traditionnels que l'on va pouvoir utiliser. Tous ces services-là vont tourner dans ce qu'on appelle un VPC. Un VPC, c'est l'élément parent de tout élément réseau que je vais pouvoir manipuler au sein de mon compte. Un compte peut avoir plusieurs VPC et qui vont avoir des rôles plus ou moins différents. C'est moi qui choisis les plages d'adresse IP qui vont dessus et qui vais choisir également, tel VM va démarrer dans tel VPC et dans tel subnet. Les subnets
que l'on va pouvoir créer. On en a de différentes typologies. Encore une fois, c'est moi qui le choisis. C'est un choix logique. Je vais pouvoir définir des subnets qui sont privés. Ça veut dire que toutes les ressources qui sont dedans ne sont pas accessibles depuis Internet. Par contre, ces ressources-là, par le biais d'un autre équipement réseau, d'une Ethernet Gateway, d'une NAT Gateway, eh bien, on va pouvoir leur autoriser à sortir sur le net. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est que ma base de données, je vais l'instancier dans un subnet qu'on marque database et qui, lui, n'aura jamais accès à Internet. Ça n'a pas de sens que ma base de données puisse se connecter à Internet d'une quelconque manière. Donc, si jamais un jour, je me fais poutrer mon compte pour une raison quelconque et qu'une VM venait à démarrer à côté de la base de données, eh bien, ma personne malveillante aurait plus de difficultés pour commencer à exfiltrer les données. L'idée également de cette séparation, c'est qu'elle permet de commencer à isoler les différentes ressources entre elles pour essayer d'améliorer un petit peu la sécurité. Mais dans un compte Amazon, vous dites bien, il n'y a pas que des VM ou ce genre de choses qui tournent, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de services qui gravitent tout autour et une partie de ces services n'ont pas de résidence réelle dans mon VPC. Ça veut dire que ce n'est pas des VM qui vont démarrer par Amazon, ce sont en fait ce qu'on appelle des VPC endpoints. Ça veut dire des points d'accès réseau qui vont être accessibles, qui vont apparaître dans mon réseau lorsque je le demande et qui vont me permettre de piloter mes différentes ressources. Ce que l'on a, par exemple, c'est la partie le WAF, donc un équipement qui va me permettre de filtrer toutes mes requêtes entrantes, par exemple, devant un load balancer, et en fonction des adresses IP, du pattern d'appel, eh bien, s'assurer ou pas que c'est une requête légitime. S3, donc un service de stockage de type bloc, et puis SSM qu'on va largement utiliser dans toute cette infrastructure, qui va me permettre de remplacer SSH. SSH, enfin, vous savez très bien tout ce que c'est. Me connecter à mes machines en ligne de commande. Le problème de SSH, c'est qu'il faut ouvrir un port. Ouvrir un port, vous l'avez déjà vu, lorsque vous mettez une machine sur le net et que notamment vous avez un port SSH, eh bien, tout le monde cherche à se connecter dessus avec des logins plus ou moins bateaux. Eh bien là, l'objectif de SSM, c'est de dire plutôt, c'est un agent qui tourne sur la VM et qui va s'enregistrer auprès du service SSM qui tourne sur AWS. Maintenant, ça, c'était mes comptes applicatifs. Mes comptes applicatifs, ils ont besoin de services mutualisés, de stacks applicatifs mutualisés. Par exemple, une stack d'observabilité, un élastique qui va tourner dans un compte qu'on a appelé Shared. Shared account, ça va être le compte dans lequel je vais faire tourner tous mes trucs, tous mes applicatifs communs, mes services communs à tous mes comptes. Par exemple, je vais également avoir ma registrie de conteneurs Docker. Donc ça, c'est les ECR. Donc un service qui me permet de gérer ça. Et donc, je peux avoir 1, 2, 3 ECR par compte ou enfin les dispatcher par différents comptes pour avoir différentes gestions de droits dessus. Je vais également avoir un service Kafka managé. Ça, c'était vraiment un souhait sur cette phase de migration, de pouvoir partager ce type de ressources. Ça a des impacts aussi côté coût de le manager, ça a des impacts en termes de baisse de coût, justement. Et là, donc, c'est dans ce shared account qui est partagé avec tout le monde, eh bien, on va pouvoir le rendre accessible à tous les comptes. On verra ça dans quelques secondes. Et puis un service, un compte network account qui va faire de l'introspection vers tout le trafic sortant sur Internet. Dedans, on va avoir le trafic sortant, le trafic entrant également. Et donc, c'est par le biais de ce compte-là qu'on va pouvoir être connecté à Internet. Donc, par le biais d'une NAT Gateway dans le compte, dans le subnet public, et une Internet Gateway pour accéder à Internet. Et puis aussi, on a besoin de résolution DNS. La résolution DNS, on l'a fait avec Route 53. Route 53, il héberge à la fois des zones publiques et des zones privées. Il me permet également, par le biais de ce qu'on appelle des résolveurs, d'avoir de la résolution DNS interne au travers de mes différents comptes et également depuis mon on-prem qui est interconnecté avec mes comptes Amazon. Ensuite, dans toute organisation multi-compte, nous avons l'OU Security qui va rassembler deux comptes principaux, le compte log archive et le compte audit.
Le compte log archive, c'est un compte qui va vraiment être utilisé pour faire toute la collecte, enfin le stockage des logs à des fins de diagnostic, enfin non, pas de diagnostic, mais pardon, à des fins de vraiment d'archivage de toute l'activité qui a eu lieu sur mes différents comptes. Autant mes logs de load balancer que CloudTrade, donc mes appels à mon API Amazon qui a été fait par quoi que ce soit. Audit, un autre compte dans lequel va tourner des outils de gestion de sécurité. Il est indépendant de log archive et il fait également sa collecte de logs des différents composants qui tournent autour. Donc, Audit ne s'appuie pas sur la collecte de log archive. Log archive, c'est un compte dans lequel, globalement, on ne fait que écrire de la donnée des autres comptes et on n'a pas grand-chose d'autre qui tourne dedans. Donc maintenant qu'on a vu la théorie sur le security référence architecture, on va passer à notre premier combat avec l'agence Smith et essayer de mettre en place ces recommandations. Donc au niveau des recommandations, on avait Guillaume qui a expliqué qu'il fallait séparer en OU par environnement, par applicatif. Donc nous, au niveau des choix de la séparation des environnements qu'on a fait, on a décidé d'avoir 4 environnements au niveau de l'OU Workloads, prod, pré-prod, integ, test, qui allaient être destinés aux équipes produits et à nos clients, et d'avoir des OU infra-integ et infra-test dédiés à l'équipe plateforme qui permettrait de faire de la mise au point Terraform et donc d'avoir plus de droits sur ces OU pour faire de la mise au point. Au niveau de l'infrastructure, ça va être des OU qui vont être totalement dédiés à l'équipe plateforme, comme le disait Guillaume, pour faire de l'observabilité. Donc maintenant, si on essaye d'implémenter un petit peu tout ce qui a été dit dans le sécurité référence architecture, on va venir créer 2 comptes, un compte de network et un compte applicatif. On va venir créer 2 VPC dans ceci avec, dans le compte de network, un subnet public, un subnet privé, et dans notre compte applicatif, un subnet privé et un subnet de database. Dans notre subnet public, on va venir créer une NAT gateway et un load balancer, ainsi que placer une Internet Gateway pour sortir au niveau de notre VPC pour sortir sur Internet et pour permettre à Internet d'entrer sur notre ALB. On va venir déployer nos applicatifs dans le compte dans le second account, donc un load balancer avec derrière un EKS, donc c'est le service Kubernetes Manager, et donc notre base de données qui se retrouve, qui permet de communiquer à l'intérieur du VPC, mais qui ne peut pas sortir sur Internet, comme le disait Guillaume. Pour faire un peu de lien entre tout ça, le sécurité référence architecture amène très vite la notion de transit gateway. Donc la transit gateway va venir créer des endpoints dans les private subnets pour créer de l'interconnexion entre nos VPC et permettre à notre ALB du compte de network de communiquer avec l'ALB du compte applicatif. On avait aussi besoin de connexion avec notre on-premise. Donc, on est venu rajouter à cette transit gateway une connexion IPsec, donc un lien VPN. Donc, ça, c'est assez simple à mettre en place. Et avec la transit gateway, tout est fait un peu magiquement. On a une interconnexion entre nos différents comptes et nos différents VPC. Ensuite, on avait aussi besoin de résoudre des noms de domaine on-premise et des noms de domaine sur AWS. Donc, on a créé 2 résolveurs DNS dans le compte de network, un inbound et un outbound resolver, pour gérer toute la résolution DNS de tous nos comptes. Il nous manque quelques notions de sécurité. Comme le disait Guillaume auparavant, on a des interfaces endpoints qui vont être placées au niveau de notre subnet, donc System Manager et Secret Manager, qui nous permettent de ne pas ressortir sur Internet et de communiquer directement avec des API AWS au sein de notre VPC. Pour S3, c'est un Gateway Endpoint. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas d'interface sur le VPC. Ça fonctionne par un autre mécanisme.
Comme on l'a dit, on est dans une architecture multi-compte. Donc, on va reproduire ce mécanisme plusieurs fois. On va venir recréer à chaque fois cette même architecture dans chaque compte et le compte network reste partagé. Donc là, si on récapitule un petit peu, un flux entrant dans le schéma qui est décrit par le sécurité référence architecture, on va arriver de notre Internet Gateway, on va venir se connecter à notre ALB du public subnet, donc qui a une IP publique. On va traverser la Transit Gateway pour venir contacter l'ALB situé dans le compte applicatif pour ensuite venir taper un conteneur dans le cluster EKS. Pour les flux sortants, on fait le chemin inverse. On va partir d'un conteneur dans le cluster EKS, contacter au travers de la Transit Gateway la NAT Gateway présente dans le Network Account et sortir sur Internet. Comme je le disais, sur les services AWS, on contacte directement les services managés par un interface endpoint pour éviter d'avoir à ressortir par la Transit Gateway et par la NAT Gateway. Il y a une notion aussi que j'aimerais aborder, c'est la notion de région et de zone de disponibilité. Une région, c'est un ensemble de data centers séparés géographiquement. Ils sont reliés entre eux par des fibres très haut débit. Ils sont proches, mais assez éloignés pour ne pas subir les mêmes catastrophes géographiques, comme une inondation, par exemple. La région Paris est composée de 3 availability zones, et donc on peut avoir de la haute dispo. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer dans chaque zone de disponibilité des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'on va venir multiplier ici par 3 toutes les ressources qui ont été créées précédemment. Et on verra ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça, puisque arrivé à ce moment-là, en suivant le Security Reference Architecture, on s'est retrouvé avec des coûts assez exorbitants. Alors, la suite de la question, c'est est-ce que je choisis la pilule bleue, la pilule rouge, en fonction de est-ce que je suis naïvement les précaux Amazon ou est-ce que j'essaye de sortir un petit peu des sentiers battus? La volonté de cette migration, c'est d'utiliser le plus de services managés possible. Néanmoins, il peut y avoir des petits loups derrière. Reprenons un tout petit peu la stack sur laquelle l'applicatif est construit aujourd'hui. Sur le on-prem, les fronts, c'est du Angular avec du NGX qui tourne derrière. Tout ça est mis dans des conteneurs. Ça tourne déjà sur un Kubernetes on-prem. Ça marche diablement bien. Pour la partie back, eh bien, on va retrouver une stack traditionnelle, du Spring avec des Tomcat, pareil, dans des conteneurs. Tout cet ensemble, donc, sur une plateforme Kube qui est vraiment plutôt fiable de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup à redire là-dessus. Côté hébergement des données, eh bien, on a de la base Postgre, du Kafka pour toute la partie événementielle et du S3 avec du Minio pour la partie stockage des données un peu plus pérennes. Maintenant, côté service managé, lors de cette migration, qu'est-ce qu'on a cherché à reprendre? Alors, les applicatifs étaient déjà taillés pour stocker dans du S3. Donc, l'approche ici, c'est de dire on ne se casse pas la tête, on utilise bien le service managé d'Amazon qui fait ce boulot-là. Ensuite, pour avoir du bête stockage, des disques, on a utilisé des disques EBS. Alors, ça, c'est la partie pas très drôle, c'est les disques EBS. Donc, ce sont des disques qui sont rattachés à une seule AZ. Ça, c'est à bien prendre en compte en termes de mode de déploiement des applications. Un disque, quand il est dans une AZ, il ne peut pas être transféré dans une autre AZ sans magie particulière. Donc, ça, c'est un peu dur en termes de gestion. Après, on peut passer à l'étape d'après en disant on va essayer de l'EFS. Le EFS, c'est du NFS qui est managé. Donc, du NFS, Network File System, on va pouvoir le monter sur plusieurs machines qui sont dans plusieurs zones de disponibilité. Il n'y a pas trop de problème, sauf que ça ne carbure pas en termes de perf autant que des disques EBS. Côté base de données, eh bien là, c'est le service Postgres de Amazon qui s'appelle RDS et qui fait toute la partie gestion du moteur de base de données. Derrière, moi, ce que j'ai quand même toujours à paramétrer, c'est la taille des bases de données. On doit toujours monitorer le fonctionnement de la base. Lorsque les disques sont pleins, il faut que je fasse des actions. Néanmoins, il y a
il y a des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. C'est le service qui fait lui-même les montées de version applicative. Et puis, il va également me fournir une partie authentification de mes applications qui est vraiment intéressante. Plutôt que d'avoir un login et un mot de passe qui est claqué en dur dans mes fichiers de conf de mes applicatifs, eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur l'authentification RDS par le biais de IAM. Et alors, il y a un impact applicatif. Il faut intégrer le SDK Amazon dans mon applicatif. Mais mon applicatif va s'authentifier auprès de l'API Amazon pour récupérer un login, un mot de passe, un token temporaire qui a une validité de 15 minutes. Tous les 15 minutes, mon login et mon mot de passe tournent automatiquement. Donc, dans ce sens-là, ça va me permettre de pouvoir avoir une sécurité un peu plus approfondie côté authentification sur la base de données. Alors, sans trop de surprise, je vous ai dit sur du on-prem, on a du Cube. Donc, côté Amazon, on va pouvoir utiliser le Service Manager EKS. Alors, EKS, pour ceux qui connaissent, c'est bien, mais en fait, c'est l'équivalent d'un mini-cube. Une fois que je l'ai instancié, en fait, j'ai rien. J'ai pas de contrôleur de load balancer, j'ai pas de contrôleur pour gérer mes disques. En fait, c'est toutes des choses qu'il faut que j'ajoute moi-même dedans. Donc, il faut que j'ajoute par exemple un outil pour provisionner automatiquement mes nœuds qui s'appelle Carpenter, par exemple. Alors, il en existe un autre, Cluster Autoscaler également, qui fait ce boulot-là. Détruire mes nœuds le soir, c'est pareil, ça c'est encore à moi de le faire. Faire la remontée des logs, il n'y a pas de magie, il faut le faire également. Les métriques, c'est pareil. En fait, il y a vraiment le Service Manager EKS, c'est vraiment la définition même du Service Manager, c'est juste la partie control plane et c'est tout. Et tout le reste, c'est tout à nous de le mettre en œuvre. Donc, c'est à prendre en compte dans ce type de migration. Côté Service Manager Kafka, on va retrouver des problématiques similaires à EKS. Ça veut dire que, certes, j'ai bien un Kafka, mais en fait, dessus, la gestion mutualisée, comme on voulait le mettre en œuvre entre différents comptes, c'est une partie qui est assez jeune sur le service, qui demande pas mal d'énergie en termes de mise en place, de debug, pour avoir quelque chose qui fonctionne. Alors certes, le Word d'Amazon fonctionne très très bien, mais la partie réellement mise en place derrière est un petit peu plus délicate. La mise en place des connecteurs est loin d'être triviale. Et puis la partie développement pur, ça veut dire intégrer la librairie Amazon dans mon applicatif. Les libs sont, pour certaines, buggées depuis 2 ans. Les issues sont ouvertes. Il y a 0 réponse d'Amazon sur le sujet. Donc, ça fait un petit peu peur sur cette partie-là. Alors, on a continué à explorer les autres services. J'ai dit, on veut faire le plus de services managés possible. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va chercher absolument à tous les utiliser. Par exemple, la partie collecte des logs, Amazon fournit OpenSearch, qui est un Elasticsearch et un Kibana. Alors, c'est un fork très décrié de la communauté de ces 2 outils-là. Et ils l'ont réintégré et donc ils fournissent un service manager dans ce sens-là. Néanmoins, sur OpenSearch, c'est toujours à nous de gérer la supervision des VM. Lorsque la JVM est sous l'eau, c'est à moi de me rendre compte, de mettre les bonnes alarmes derrière, de faire la rotation des nœuds qui vont bien, etc. Donc, la partie gestion quotidienne est loin d'être triviale. En plus, le Kibana qui est fourni n'est pas compatible avec le Kibana open source que tout le monde connaît. Et donc, les dashboards que l'on avait déjà sur l'on-prem ne peuvent pas être importés côté Kibana OpenSearch sans devoir tous les reconstruire. Côté collecte des métriques, il y a 2 services qui sont récents dans le catalogue également, Prometheus et Grafana. Prometheus, l'offre concerne uniquement le stockage des données. Ce qui est fourni, c'est ce qu'on appelle la TSDB. Donc, c'est uniquement le stockage. Toute la partie scrapping, donc ça allait récupérer les informations sur mes différents pods, VM et tout ce que vous voulez. C'est toujours à moi de le mettre en œuvre ailleurs sur le cube, sur mon infrastructure, et de dire à mon Prometheus, le stockage des données, tu ne le fais pas en local, mais tu vas le mettre ailleurs là-bas. La tarification est extrêmement dure sur ce service-là. Qui parmi vous est capable de me dire combien de métriques il collecte avec une durée de rétention, le nombre d'appels qui est fait sur ces métriques-là, les requêtes qui sont faites, etc.
Ça, ce sont les indicateurs de facturation qui vont bien derrière. En fait, c'est impossible à prédire. Donc, c'est vraiment trop risqué de partir là-dessus. Et puis, l'offre est pas… Enfin, je trouve comme il manque tout le scrapping, eh bien, ça me semble pas complet comme type de fonctionnalité. Grafana, alors lorsqu'on l'a poké, c'était il y a un peu moins d'un an. Il n'était pas encore disponible à Paris. C'est un outil qui est vraiment pas très dur en termes de gestion, en termes de déploiement, etc. Un Grafana, ce qu'on a besoin dessus, c'est avoir provisionné les dashboards. Ça, on peut déjà le faire par le biais de l'API. Il démarre en un quart de seconde dans des conteneurs. Ça, c'est trivial en termes de gestion. L'offre manager apporte pas beaucoup de choses. Le vrai plus, c'est l'authentification par le biais des utilisateurs IAM. C'est le vrai truc en plus par rapport à ce que je pourrais faire, à ce que l'on pourrait faire nous-mêmes. Mais on a considéré que ce n'était pas suffisant. Donc maintenant qu'on a vu cette partie sur les services managés, si on plonge un peu plus loin dans le security référence architecture et sur la mise en place des sécurités au niveau de l'authentification, on va partir à la rencontre du maître des clés. Donc, comme ce que disait Guillaume au début, on avait une approche simple et naïve de la séparation des comptes AWS. On avait Morpheus qui pouvait accéder aux comptes AWS hors prod grâce à une access key, une secret access key, et Neo qui pouvait accéder aux comptes de prod de la même manière. Ce qui a été fait pendant assez longtemps, c'était de venir créer un troisième compte, qui est un compte utilisateur, où nos deux utilisateurs vont pouvoir se connecter, et de venir utiliser le mécanisme d'assume role. Donc, assume role, c'est on est dans une matrice, on passe un coup de téléphone et on change de matrice. Ces assume roles sont définis par des trust relationships et on ne peut pas effectuer tous les assume roles qu'on veut. Ça dépend aussi des droits qui sont définis au niveau des autorisations IAM. Donc ça, c'était un peu dur à gérer de venir maintenir ce compte utilisateur. Et il y a un service qui est sorti qui s'appelle IAM Identity Center, AWS SSO anciennement. Et donc là, on a une solution qu'on va pouvoir venir connecter à notre Azure AD qui a toute la connaissance sur nos utilisateurs et faire de l'authentification fédérée en SAML. Donc, on part du principe qu'on va récupérer tout ce qu'on a dans notre Active Directory. Donc, on va pouvoir savoir si les gens sont dans l'équipe sécurité, dans l'équipe des développeurs, dans l'équipe plateforme, et avoir un peu plus d'informations sur eux, qui sera mise à jour en permanence. Et on va pouvoir venir associer à ces équipes des permission sets. Donc, un permission set, ça va être un ensemble de règles. Et ce permission set, une fois qu'il est associé à une équipe et à un compte, ici le programme de combat, il va permettre de donner une autorisation. On va pouvoir créer plusieurs permission sets. Le choix qu'on a fait, c'est sur nos comptes de prod et de pré-production, de venir créer un permission, de donner l'accès view only access à tout le monde. Donc, c'est un permission set qui permet de voir les ressources, mais de ne pas voir les données. Par exemple, ça permet de venir voir l'état de la base, mais pas son contenu, savoir si elle est démarrée, éteinte, si le disque est trop plein. Mais en aucun cas, ça permettra à nos utilisateurs d'accéder aux données de nos clients. On a ensuite, sur les comptes qui ne contiennent pas de données de production, le permission set read only access, qui lui a été défini pour permettre de voir les ressources et les données, mais ne pas pouvoir faire de modifications. On retrouve pour l'équipe plateforme le droit Power User Access. Donc, c'est un droit qui va permettre de venir créer des ressources Terraform, de venir tout créer, sauf des ressources IAM. Et enfin, pour tout le monde, sur les comptes de Sandbox, pour faire de la mise au point des POC, on est venu donner le droit Administrator Access. Donc, le Administrator Access, c'est on a tous les droits sur les comptes AWS. Cependant, on est venu mettre en place des garde-fous, donc des SCP, Service Control Policy, au niveau de notre organisation, qui permet d'interdire, par exemple, la création de trop grosses machines qui permettraient de miner du Bitcoin.
C'était un peu dur comme règle et on avait besoin d'un peu de flexibilité par rapport à ça. Et du coup, on a créé le projet Temporary Access Request qui permet à nos utilisateurs de faire des demandes de droits supplémentaires. Donc, c'est un projet GitLab. Nos utilisateurs font une merge request avec un fichier décrit comme à gauche, avec une date d'expiration, leur email, le compte auquel ils veulent accéder et le permission set qu'ils veulent utiliser. Il y a besoin de deux personnes qui approuvent cette merge request. Et une fois qu'elle est mergée, ça va donner l'accès à la personne pour pouvoir venir effectuer sa tâche de maintenance ou ce qu'elle a besoin de faire sur les comptes. Au niveau de la gestion de nos accès en CI, on a pris un autre parti. Au début, on était parti sur Access Key, Secret Access Key, mais ça devenait très vite très compliqué à gérer. Et GitLab proposait une autre solution, c'était de venir utiliser GitLab en tant que provisionneur d'identité. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on a notre runner GitLab qui va avoir un token, qui va venir fournir ce token à AWS, au service IAM. Le service IAM va aller interroger notre GitLab pour savoir si, oui ou non, ce token est légitime. Et il va renvoyer au runner une clé temporaire qui est valide pendant la durée déterminée. Donc, nous, c'est 1 heure. Et du coup, ça permet de venir gérer assez finement nos droits, puisqu'on le voit, ça se joue au niveau des rôles, au niveau de notre rôle. Notre Trust Relationship va venir définir qui a le droit de venir assumer ce rôle, donc quel projet, quelle branche. On peut aller aussi sur les tags, savoir si cette branche peut, si le rôle peut être assumé uniquement quand on vient taguer notre ressource. Et du coup, on peut avoir un niveau très fin sur la gestion de nos droits dans nos CI. Comme le disait tout à l'heure Guillaume, au niveau des accès à la base de données, on vient utiliser des instances profils au niveau de nos pods. Et donc, en fait, nos pods, nos applicatifs vont pouvoir venir se connecter à la base de données. En fait, ils vont entamer un processus de génération de tokens temporaires et ils vont recevoir une clé qui est valide 15 minutes. Il y a quand même une modification à faire au niveau de l'authentification et du SDK. Et du coup, ça s'est bien intégré puisqu'on utilisait des Poulicari pour faire cette authentification. Alors ça, tout ce qu'on vient de nous expliquer, notamment Arthur sur le découpage et tout ce qui va avec, c'est bien beau, mais eh bien, tout ça, ça coûte cher. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête sur Amazon, c'est que absolument tout est facturé. Il y a des quotas gratuits en dessous desquels on n'est pas facturé, mais ils monitorent absolument tout. Les prix dépendent des différentes régions également. Paris est plus cher que l'Irlande, qui est plus cher que la Virginie. Alors, si on prend un petit peu l'exemple de notre Transit Gateway, rappelez-vous, puis on va le revoir sur le prochain diagramme, la Transit Gateway, c'est l'élément réseau qui permet de faire l'interconnexion entre tous nos comptes. La Transit Gateway, elle est facturée parce qu'on l'a démarrée. Tous les attachments par compte sont facturés et également au volume qui va la traverser. Donc, si je reprends juste 100 réseaux, enfin 100 volumes qui va la traverser, si j'interconnecte 4 comptes, Arthur vous a présenté la notion de zone de disponibilité, de région, et bien ça fait 3 interfaces réseau par compte qui sont reliées à la Transit Gateway. Eh bien, ça nous donne à peu près 520 $ par mois pour un équipement réseau qui se tourne les pouces. Alors certes, ça peut paraître cher, on viendra dessus dans quelques secondes, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on reprend le diagramme que Arthur vous a exposé tout à l'heure sur l'interconnexion entre différents comptes, eh bien, c'est la Transit Gateway qui est le premier centre de coût. Ensuite, les autres éléments qui vont nous impacter, on va avoir la NAT Gateway, donc c'est l'équipement qui nous permet de pouvoir sortir sur Internet depuis des comptes, depuis des subnets privés. Et puis également, tous les interfaces endpoint que l'on va avoir pour contacter l'API Amazon sans sortir sur Internet.
On va également avoir les résolveurs DNS qui sont facturés. Donc là, ces types d'éléments, c'est vraiment par compte, par zone de disponibilité que je vais avoir une facturation associée. Et puis également, nous allons avoir la partie load balancer. Arthur vous a expliqué le trafic entrant lorsqu'on voulait contacter un conteneur qui tourne dans notre Kubernetes. Eh bien, le trafic entrant, on va traverser un premier load balancer, la transit gateway, un autre load balancer, on va enfin arriver au niveau de notre pod. Et bien là, en fait, mon volume, enfin ma donnée, je vais être facturé 3 ou 4 fois dessus. Donc là, en fait, c'est la partie qui devient vraiment dure en termes de tarification. Alors, si on reprend un petit peu ce que je vous ai dit, qu'on remet bout à bout les différents coûts qui vont bien, etc. Pour 4 comptes interconnectés, si je suis naïvement la documentation Amazon, eh bien, ça me donne en fait une facture de 1 600 € à rien faire. Je n'ai pas encore de prod qui tourne là-dessus et il n'y a pas de volume qui traverse tous ces éléments-là. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est 1 600 €, c'est néanmoins, ce n'est pas du matériel que j'ai à gérer moi-même. Tout est en haute disponibilité, ça carbure en termes de perf et c'est quelque chose qui va malgré tout grandement m'aider. Néanmoins, j'aimerais aller plus loin sur le fonctionnement et on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut chercher à optimiser tout ça. Alors, c'est loin d'être trivial tout ça. Il ne faut pas s'arrêter aux premiers échecs, il faut vraiment perdurer. Si je reprends notre diagramme sur lequel on a donc toute notre interconnexion, qu'est-ce qu'on va pouvoir commencer à essayer d'optimiser? Eh bien, la partie Transit Gateway. La Transit Gateway, donc c'est ce qui nous permet d'interconnecter nos différents comptes. Il n'y a pas que cette méthode-là. Dans le vocabulaire Amazon qui est disponible, on peut faire à la place ce qu'on appelle du peering de connexion. Le peering de connexion, ça va être de relier directement les VPC entre eux, soit dans les mêmes comptes, soit dans des comptes différents, et de pouvoir les faire dialoguer entre eux. La Transit Gateway, elle offre l'énorme avantage d'être en fait comme une pieuvre au centre de tout le monde, et puis on définit facilement les échanges qu'il peut y avoir entre mes différents VPC. Le peering, là, c'est un maillage que je dois faire moi-même à la main, et ça veut dire que, par exemple, pour le compte de network, donc qui est à gauche, il faut que j'autorise explicitement mes 2 comptes qui sont à droite de l'écran pour communiquer avec lui. Et puis mes 2 comptes qui sont à droite entre eux, eh bien peut-être ils ont besoin de communiquer entre eux, donc il faut également que je construise ce lien réseau entre eux. En fait, ça devient vite quelque chose qui est fastidieux en termes de maintenance. C'est là où l'un des principes qu'on a mis en œuvre dès la construction de toute cette infrastructure, le faire sous forme de code, de l'outiller de manière très très forte. Donc c'est du Terraform qui bosse derrière. Eh bien, cette partie rassembler, ou interconnecter différents comptes, c'est pas très très compliqué au final. C'est la mise en œuvre initiale est longue, mais après, ça donne quelque chose de satisfaisant. Après, il y a un autre point également que la Transit Gateway m'offrait, c'est ce qu'on appelle la transitivité des VPC. Ça veut dire que mon VPC qui se trouve tout à droite de l'écran, pour communiquer avec Internet, c'est comme si c'était un autre VPC, eh bien, le fait de passer par la Transit Gateway lui permettait d'accéder à Internet par le biais de mon Internet Gateway et tout ce qui allait avec. Comme on ne passe plus par la Transit Gateway, on perd cette notion-là et donc on a dû passer par la mise en place d'un proxy sortant pour accéder à Internet. Donc le proxy, là, c'est soit une appliance, soit des EC2 qui tournent et sur lequel on peut faire tourner un squid, par exemple, et qui va filtrer tout ce qui sort avec une liste blanche, comme vous connaissez déjà. Ensuite, les VPC endpoints. Donc, c'est les points d'intercommunication que l'on va mettre en place pour communiquer avec l'API Amazon sans passer par Internet. Ces éléments-là sont facturés également. Et on va chercher à les mutualiser. Pour les mutualiser, eh bien, on va les mettre dans le compte de network. Et puis ensuite, on va pouvoir, au niveau de tous nos comptes applicatifs, eh bien, mettre en place ce qu'on appelle du DNS menteur. Ça veut dire, lorsqu'on est au sein d'un compte applicatif, lorsque tu veux récupérer
tel endpoint Amazon, eh bien, plutôt que de le chercher en local sur mon VPC, voici l'adresse IP qui se trouve à l'autre bout de mon réseau. Pareil, il y a un petit peu de mise en place à faire. Néanmoins, encore une fois, l'outillage qu'on a mis en place nous aide beaucoup dans ce sens-là. Donc là, alors sur la diapo, et c'est juste pour la clarté, il y a un seul composant, enfin un seul endpoint qui a été mis. En fait, tout le flux vers l'API Amazon passe par des VPC endpoints. On l'a fait explicitement pour ne pas sortir sur Internet. Il y a des endpoints qu'on ne peut pas mutualiser ou qu'on ne veut pas mutualiser. Par exemple, Secret Manager, qui est utilisé par la base de données pour gérer sa rotation de secrets et tout simplement son secret principal, est stocké dans Secret Manager. Donc, un service Amazon qui fait ce boulot-là. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les subnets de database n'étaient pas interconnectés avec le reste du monde. Depuis mon subnet de database, la seule route réseau que je peux avoir, c'est vers mon subnet privé et c'est tout. Et donc là-dessus, eh bien, on va laisser les VPC endpoints vers Secret Manager notamment pour les subnets qui hébergent des bases de données. Après, pour la partie S3, c'est une interface gateway. C'est ça, hein, c'est interface gateway. Gateway endpoint. Gateway endpoint, pardon, merci. Donc, c'est une gateway endpoint. On n'est pas facturé dessus, donc on va la laisser par contre. Il n'y a pas trop de problème. Maintenant, Arthur vous a expliqué le chemin entrant du trafic réseau lorsqu'on va chercher à contacter nos pods sur Cube, nos applicatifs. On passait par un ALB, on traversait la Transit Gateway, on arrivait sur un autre ALB, ça devenait un peu dur. Là, l'objectif, eh bien, on va faire sauter cet ALB qui était commun à tout le monde. En plus, en termes de maintenance, ça va être particulièrement compliqué. Et on va rajouter un subnet public sur les VPC qui ont besoin d'être contactés depuis Internet. Donc, qui dit VPC public, eh bien, dit une Internet Gateway pour le rendre accessible au net, enfin que mon subnet puisse bien être interconnecté avec Internet. Un ALB public, donc mon load balancer public, qui va être piloté par mon cluster Kubernetes, par un contrôleur qui va bien dedans. Néanmoins, le trafic sortant passe toujours par mon proxy sortant. Ce n'est pas parce que j'ai mis un subnet public dans mon VPC que je vais outrepasser cette règle de sortie de mon flux. Alors, un autre point également à avoir en tête en termes d'optimisation, c'est qui bosse sur les environnements. Sur les environnements hors prod, les environnements de test, eh bien, le choix que nous avons fait, c'est de faire en sorte de les faire tourner uniquement lorsqu'il y a des humains qui travaillent. Donc, par exemple, on les fait tourner de 7h à 19h, du lundi au vendredi. Et si vous prenez juste ça sur un calendrier, eh bien, ça vous fait 65% des économies sur les services où on est facturé à l'heure et qu'on est capable d'éteindre et de remonter à la demande. Alors, bien sûr, il y a du travail derrière en termes de pouvoir éteindre les ressources. Ce n'est pas Amazon qui va vous aider dans ce sens-là. Ils nous fournissent toutes les API pour démarrer, arrêter les services. Néanmoins, automatiser en disant « je voudrais que ça s'éteigne à partir de telle heure », à part les autoscaling groups sur les EC2, il n'y a rien d'autre. Ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est éteindre le plus de choses possible dans les heures non ouvrées sur les environnements hors prod. Donc, par exemple, éteindre tous les nœuds de notre cluster ou de nos clusters Kubernetes. Alors, bien sûr, quand j'éteins mes nœuds, je suis toujours facturé sur la partie control plane. J'arrête également mes bases de données RDS. Néanmoins, je suis toujours facturé sur le stockage. On vous a dit, on travaille donc avec du Terraform, il y a du GitLab, donc une très forte automatisation qui est faite derrière avec les pipelines. On va utiliser la notion d'environnement côté GitLab qui nous permet de détruire automatiquement les environnements qui sont créés. Donc, une branche, une future branche, lorsqu'on l'a instanciée, c'est des pipelines GitLab qui vont instancier les ressources derrière. Et avec GitLab, on peut lui dire automatiquement, sans activité sur ma branche, au bout de 48 heures, tu lances un job de destroy et qui, lui, va désinstancier toutes les ressources qu'on a pu démarrer sur cette branche de feature. On fait également un effort toutes les semaines. On a une réunion dont l'objectif est de regarder les coûts qui sont vus par Amazon
donc par le biais de la console, de Cost Manager notamment, et de regarder qu'est-ce qui est en train de dériver ou qu'est-ce qui est bien optimisé par rapport à ce qu'on avait décidé. Et puis après, il y a un autre point, c'est d'utiliser le plus de VM de type Graviton. Graviton sont des processeurs ARM, enfin vous le savez bien, mais c'est ce qu'on a dans le téléphone portable ou certains ordinateurs portables qui commencent à émerger sur le marché. Ce sont des machines qui consomment carrément moins de courant et donc la facture également s'en ressent derrière. Alors là-dessus, il y a un boulot en termes de jour-homme qui est non négligeable, mais si on prend uniquement la partie coût, impact sur les coûts, avec à surface égale, ça veut dire 4 comptes, eh bien on est passé de 1 600 $ par mois à 500. En fait, l'économie que l'on a nous permet de financer les nouveaux comptes Amazon qui sont arrivés sur la plateforme. Aujourd'hui, on est à 35 comptes, 40? Ouais, 40. 40 Ouais, comptes 40 quelque Amazon chose, ouais. correspondant à différents produits qui sont hébergés par la société. Et donc, ces travaux d'optimisation à petite échelle ne sont pas notables. Néanmoins, avec un volume autant important de comptes, eh bien, ça va vraiment être intéressant. Donc, ce que ça nous donne, c'est une réduction à peu près de 70% de la facture sur cet aspect-là, sans parler de la notion de volume, bien sûr. Pour terminer tout ça, la construction de cette pile réseau et de cette organisation des différents comptes, il faut bien il faut bien la traiter dès le début. C'est pas une fois qu'on a commencé à faire qu'on va se dire ah oui mais en fait il me faudrait des comptes, il faut que je mette à découper, etc. C'est trop tard en fait. Les impacts sont non négligeables derrière. Ce qu'il faut bien avoir en tête également, c'est que dès qu'on se met à toucher des subnets, eh bien, il y a de grandes chances qu'il faille détruire le subnet et donc toutes les ressources réseau qui sont rattachées dessus. Base de données, cluster Kubernetes, Kafka et tout ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que c'est un impact non négligeable sur toute l'infrastructure que je suis en train de mettre en œuvre. On a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage par erreur, par essai, et ce qui nous permet d'avoir quelque chose aujourd'hui qui est vraiment satisfaisant en termes de fonctionnement. Je vais dire un petit peu, la notion d'infrastructure as code, qui était le maître mot sur toute cette migration, a vraiment porté ses fruits en termes de comportement et d'industrialisation et de rapidité pour industrialiser tout ça. Au niveau de la découpe des environnements infra par rapport aux environnements dev, on a trouvé que ça facilitait vraiment les changements et que ça permettait d'innover plus rapidement. Au niveau du multi-compte, on trouve que ça apporte beaucoup de bienfaits, surtout côté équipe sécurité, mais c'est assez douloureux. Et un des problèmes avec le multi-compte, c'est qu'il n'y a pas la même intégration du multi-compte sur tous les services. Et donc ça peut poser problème. Et si on devait le refaire aujourd'hui, on repartirait sur du multi-compte, je pense, sans hésiter. Merci à toutes et à tous pour votre attention. On termine notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment de les mettre sur LinkedIn, donc dans les commentaires. Merci beaucoup, messieurs. Je vais faire un petit tour sur LinkedIn en même temps pour voir s'il y aurait des commentaires qui ne remonteraient pas sur StreamYard. Un petit refresh, tac, tac, tac. En tout cas, n'hésitez pas, c'est le moment si vous avez des questions. Alors, les plus récents. Soit on a des personnes timides, soit vous avez été très très clair et on a pour le moment aucune question qui remonte sur LinkedIn. Ou alors on a assommé tout le monde. C'est probable également. Je sais que c'est un sujet qui est dur et qui est parfois difficilement appréhendable sur une session aussi courte. On a les remerciements qui remontent. Toujours pas de questions. On se laisse encore 15 secondes.
Merci, merci, merci. Excellent, merci. Écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein. Un dernier, les plus récents. Écoutez, je pense qu'on va en rester là. On a beaucoup de Ouais. remerciements. Tant mieux. Ok, super. Donc, moi aussi, je dis merci beaucoup. Pour la suite de France DevOps, le prochain talk est prévu pour le 2 juillet 2024. Il n'est pas encore annoncé sur notre site ni sur LinkedIn, mais on ne devrait pas tarder à le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre l'actu, à vous abonner à la newsletter, au meetup, si vous souhaitez être alerté lorsqu'on le publiera. Et puis le CFP pour le deuxième semestre 2024 est ouvert. Donc pareil, allez faire un tour, vous trouverez le lien sur francedevops.fr. Merci à tous, merci Guillaume, merci Merci à Arthur. vous. C'était un bon appétit, j'imagine. Et à Ouais. très bientôt. Ça marche. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Salut, ciao.